Nous sommes vendredi 26 octobre 2012. Cela fait exactement 204 jours depuis que la RDC est agressée dans sa partie Est. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes victimes des affres de cette guerre injuste dans cette partie du pays. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui séjourne à Kisangani a effectué une visite à l'hôpital du cinquantenaire. Juste après, il est allé palper du doigt les réalités sur l'évolution des travaux dans différents sites des voiries de la province orientale. Anake Mulunda, Benon Soya et Matan Koudiaz ont signé ces reportages. Visite de travail à Kisangani, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a consacré le clair de son temps de ce mercredi 24 octobre 2012 à la visite de l'hôpital du cinquantenaire construit à cheval entre les communes de Makiso et de Kabondo. C'était sous la conduite du vice-gouverneur de la province orientale faisant fonction de gouverneur, M. Ismaël Arama Diamant. Ce complexe sanitaire en préfabriqué a été monté par des Sud-Africains. Il est doté de tous les équipements de spécialités médicales requis et du confort répondant aux standards internationaux imposés par l'Organisation mondiale de la santé, matériels qui ne peuvent envier ceux utilisés à Kinshasa ni même en Occident. Mais cette unité de santé n'a pas encore ouvert ses portes aux malades en raison, semble-t-il, de l'organisation de la prise en charge de la structure par une administration crédible. Le coût global de la construction et du matériel installé avoisine les 5 millions de dollars américains. Joseph Kabila, qui tient mordicus à la préservation de la santé de ses compatriotes congolais, avait visité l'hôpital de Kisangani. Le gouvernement congolais, vu la modestie des infrastructures et l'investissement peu coûteux, entend faire ériger un centre de santé de cette nature dans tous les chefs-lieux des territoires politico-administratifs de la RDC. À côté de l'hôpital de Kisangani est implanté un chantier d'une entreprise chinoise de fabrication des enrobés dénommée Société Zhengwei Technic Corporation, SZTC en sigle. Cette usine a fait également l'objet de la visite du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Sous la conduite de son directeur général, M. Eifei, le président Joseph Kabila s'est fait expliquer le fonctionnement de la centrale enrobée, le stockage des matériaux de construction tels que le gravier et le sable, ainsi que le plan de réhabilitation de la voirie urbaine de Kisangani. Cela fait partie du projet de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine lancé il y a quelque temps à travers les communes de la capitale de la province orientale. À son départ du chantier, les Boyomé ont voulu communier avec leur président. Ils l'ont manifesté en l'accompagnant sur son parcours avec des chants et des mots d'encouragement. Retour à Kinshasa pour dire que le président de la Chambre haute du Parlement, Léon Kengo-Adondo, a échangé hier avec sa béatitude Théodore II de l'église orthodoxe d'Alexandrie. Bertin Kofoïsaoso et John Kayuma. Contribution, Théodoros II est préoccupé par le développement de l'Afrique et de la RDC en particulier. Le patriarche de l'église orthodoxe d'Alexandrie pour toute l'Afrique a rencontré le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, pour lui exprimer son souci de collaborer avec toutes les institutions du pays pour le développement de la RDC. Pour sa contribution, l'église orthodoxe réalise beaucoup d'œuvres sociales surtout à travers le pays. Sa béatitude Théodoros II vient faire l'évaluation de toutes les activités de son église au Congo. Pour faire encore plus, il entend créer une organisation basée à Kinshasa et pouvant faire le lien entre l'Afrique et l'Europe, ce qui permettra de donner du travail aux Congolais. Le patriarche a dit avoir plaidé en faveur de la RDC à l'Union européenne, avec laquelle il compte collaborer pour aider au développement de ce pays qu'il aime tant. C'est la deuxième visite de Théodoros II en RDC et c'est la deuxième rencontre avec Léon Kengo-Adondo, à qui il avait remis en 2007 une icône de la Sainte Vierge Marie. Hier de la campagne nationale de sensibilisation sur la planification familiale. Objectif, entre autres, la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile très élevé en République démocratique du Congo. Brigitte Mopane et Simon Kankolongo ont signé ces reportages.
Les santé maternelle et infantile sont au rouge en République démocratique du Congo. Avec un indice de fécondité de 6 enfants par femme, la RDC enregistre malheureusement un taux de mortalité maternelle de 549 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes selon l'enquête démographique et de santé de 2007. Chaque heure, 2 Congolaises meurent pendant l'accouchement ou après pour des causes évitables. La prévalence contraceptive a chuté de 15 à 5,4%. La liste de problèmes à égrener est longue et la somme de tous ces problèmes risque d'éloigner la RDC de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement auquel elle a souscrit et principalement l'objectif 5 qui vise l'amélioration de la santé maternelle. D'où le lancement de cette campagne de sensibilisation sur l'offre gratuite des services de planification familiale pour réduire la mortalité maternelle et infantile en RDC. Et tous les partenaires de plaider en faveur du planning familial. La directrice nationale du Programme national de santé de la reproduction soutient que la planification familiale est un outil de développement sanitaire, socio-économique et affectif. Avec l'APF, la RDC va briller et devenir émergent comme le veut le président de la République, a affirmé le directeur de cabinet du ministre de la Santé, appuyé par le représentant résident de l'UNFPA, pour qui espacer les naissances permettra à la RDC de rejoindre rapidement les clubs des pays émergents. La bourgmestre de Massina, commune qui a servi de point de départ à cette campagne, a plaidé pour que cette opération soit effective dans sa commune où la planification familiale n'est pas observée. La représentante de la ministre du Genre a promis que son ministère va doter la RDC des instruments juridiques de protection de la mère et de l'enfant. Les centres catholiques Nganda servi des cadres pour l'évaluation de la campagne non aux violences faites aux femmes, campagne lancée il y a de cela 5 ans. Les explications, c'est avec Joël Ngueza et Hussein Dalla. Mise en contribution 5 ans durant pour amener la société tout entière. La campagne « Nous pouvons mettre fin aux violences faites à la femme » a fait son parcours. Lancée en octobre 2007, cette campagne a eu comme objectif de changer les mentalités des populations congolaises en matière de violences domestiques, surtout à l'égard des femmes. Des ONG et autres leaders sociaux ont été mis en contribution 5 ans durant pour amener la société tout entière à l'étape d'une société sans violence. Tous ces acteurs se sont réunis 3 jours durant pour évaluer les 5 ans de campagne de lutte contre les violences domestiques. Il se révèle qu'il y a encore du chemin à faire. Bien que beaucoup d'efforts ont été accomplis, certaines coutumes tolèrent encore quelques formes de violence. D'où la nécessité de poursuivre, voire de renforcer les stratégies pour atteindre réellement le changement de la société congolaise à une société sans violence faite aux femmes. Avec la campagne, nous pouvons mettre fin aux violences faites à la femme. Comme c'est un mouvement, nous voulons que ce soit un mouvement social qui va atteindre tout le monde, qui ait des agents de changement partout en République démocratique du Congo, que les gens comprennent qu'on doit mettre fin aux violences faites aux femmes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ça la base même de nos activités. Parlons justice avec la poursuite du procès Tchebeya. La haute cour militaire a pris 3 arrêts suivant la requête de la partie civile. C'était au cours de l'audience du mardi 23 octobre 2012 dernier. C'est un commentaire de Guy Blaise Kitiki. Tchebeya s'est poursuivi à la haute cour militaire dans l'audience du mardi 23 octobre 2012. La chambre numéro 3 de la haute cour militaire siégeant en matière répressive a prononcé 3 arrêts avant dire droit. Le premier arrêt prononcé par la cour concerne l'examen de l'appel de la partie civile contre l'arrêt avant dire droit de la cour militaire de Kinshasa-Gombe du 16 décembre 2010. La haute cour militaire a déclaré l'appel partiellement fondé, a annulé partiellement l'arrêt de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, avec évocation et ordonné la poursuite de l'instruction de la cause au fond, dont la date sera communiquée aux parties au procès. La haute cour militaire a par contre rejeté la requête tendant à constater l'implication du général John Numbi, parce que non saisi. Il en est ainsi de la surséance et la demande de comparution de l'auditeur général de FRDC et l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa-Gombe. Quant aux fameuses révélations de Paul Milambwe, la haute cour militaire s'est prescrit le droit de le vérifier par toute voie de droit. Elle a par la suite pris un autre arrêt rejetant la demande de mise en liberté provisoire de prévenir Moukalaï et Mouila.
La loi foncière sera vulgarisée sur la RTNC à travers les émissions radio-télévisées et en toutes les langues. La décision a été prise au cours de la rencontre entre Madame le directeur général de la RTNC, Nicole Dibambou Kitoko-Bwanga, et le ministre des Affaires foncières, Robert Mbouinga. Encore une fois, Guy Blaise Kitiki pour les reportages. L'ignorance de la loi foncière par l'opinion est une source de conflit. Sa vulgarisation devient une nécessité impérieuse. Le ministre des Affaires foncières, Robert Mbouinga recourt au service de la RTNC pour son savoir-faire. La rencontre avec le directeur général ad interim, Nicole Dibambou Kitoko, est une preuve éloquente. Comment faire et pour quel travail à réaliser entre le ministère et la RTNC? Nous avons eu un petit entretien avec le ministre des Affaires foncières. C'est vrai, il était question pour le ministre qu'on mette l'accent sur la loi foncière, parce que le ministre a exprimé son souci de faire vulgariser la loi foncière, parce que pour lui, il juge bon que la population congolaise puisse savoir ce que c'est exactement, puisse avoir également une idée de cette loi foncière. Vous savez, c'est pas facile et c'est difficile, je pourrais le dire, pour la population. Quand on veut s'approprier d'un terrain, il faudrait au moins qu'on sache comment est-ce qu'on peut le faire, qui on peut aborder et comment cela peut se faire. Nous allons organiser au niveau de la RTNC, du côté radio comme télévision, des séries d'émissions permettant à ce que la population puisse être au courant de la manière dont nous allons organiser des émissions à la RTNC en langue nationale tout comme en langue française, et nous apprendrons à la population comment est-ce que la population doit se comporter vis-à-vis de cette loi foncière. Assemblée générale des restitutions des travaux paritaires, il en a été question entre la délégation syndicale et la direction générale de la RTNC. Au centre, les conditions du recrutement, la mise en place de la redevance et la révisitation du statut de la RTNC. Willy Kandé. La délégation syndicale de la RTNC Kinshasa retrouve enfin l'ambiance de la libre expression à travers l'Assemblée générale tenue le mercredi 24 octobre 2012 au studio Mama Angebi. Ce rassemblement présidé par le numéro 1 de la délégation syndicale provinciale de Kinshasa, Damas Mazangou, était axé sur la restitution des travaux de la commission paritaire qui a réuni tout dernièrement l'employeur et le banc syndical. D'entre deux jeux, le président de la séance s'est félicité du travail abattu par la RTNC lors de la couverture du 14e sommet de la francophonie, lequel rendement a valu à cet établissement public les fleurs lui jetées par le chef de l'État. Concernant les conclusions de la commission paritaire, l'on peut citer la révisitation du statut de la RTNC, vieux de 27 ans. L'amélioration des conditions sociales des cadres et agents de la chaîne audiovisuelle publique préoccupe les syndicalistes qui trouvent en la redevance leur planche de salut. Cependant, la seule source de recettes exploitée jusqu'ici demeure la taxe aux frontières collectée par la DGDA. Or, le code qui doit ramener la grosse part de recettes est sans nul doute le secteur des appareils de communication cellulaire. Les agents et cadres de la RTNC sollicitent l'intervention de la plus haute autorité du pays pour une instruction à l'ARPTC en vue d'un résultat certain. Par ailleurs, la classification des emplois et l'adhésion au réseau de sécurité sociale à travers l'INSS ont été également évoquées par les participants. La campagne électorale du gouverneur et vice-gouverneur de la province orientale a débuté mercredi dernier dans une ambiance timide. Les deux candidats ont présenté hier leur programme d'action à la presse. Suivant cette correspondance téléphonique de notre envoyé spécial Max César Locati. La campagne électorale pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province orientale a commencé le mercredi 24 octobre dans une ambiance plutôt timide. On a noté à travers la ville de Kisangani l'organisation par la majorité présidentielle d'une conférence de presse afin de permettre à leur candidat gouverneur Jean-Pierre Darouézi Mokombe et vice-gouverneur Joseph Oudaga Djoudjo à présenter leur programme, mieux pour répondre leurs propres termes, une feuille de route des urgences à la presse et l'arrivée en fin d'après-midi du secrétaire général de PPRD, Évariste Bouchard, et autres notables, notamment l'ancien gouverneur de la province orientale, devenu député national, Meda Aoussaï Asenga. Les autres candidats préférant confiner leur stratégie dans leurs états-majors.
À propos justement de la conférence de presse tenue par le candidat de la majorité présidentielle, Jean-Pierre Darouézi, il y a lieu de retenir la stabilisation de la situation sécuritaire avec le renforcement de l'ordre public, l'engagement de respecter le texte régissant l'Assemblée provinciale en imprimant un climat de travail apaisé entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. La reconnaissance de la place de l'opposition, la présence de toutes les forces au sein du gouvernement, bref, le redécollage économique de la province orientale. Ce jeudi 25 octobre à l'Assemblée provinciale, il est prévu des séances d'échange entre le candidat Jean Bamanissa Saïdi, Étienne Ounega et les députés provinciaux. Max César Lokate Itoko Bakandoringa depuis Kisangani, RTNC. Cette rencontre des chefs coutumiers, membres de l'Alliance nationale de chefs traditionnels au Congo. Ils ont parlé réconciliation hier, jeudi 25 octobre 2012. Patrick Kyungu et Papi Mbongo ont signé ces reportages. Il y a un temps de crise, de perdition, il y a aussi un temps pour revenir à la raison afin de restaurer l'esprit de paix, de calme et d'harmonie. C'est l'essence même de la cérémonie réunissant les chefs traditionnels des provinces du Bandundu, du Maniema, du Kasaï oriental et occidental, du Bas-Congo, de l'Équateur, de la province orientale, en présence de leur majesté Mwami Munongom Siri Mwenebantu et Mfumu Difimi Bols, respectivement président national de l'Alliance nationale des chefs traditionnels au Congo et secrétaire général. Prenant la parole, le président national de l'ANATC, Mwami Munongom Siri Mwenebantu, a fustigé les comportements peu honorés affichés par certains chefs traditionnels qui se sont mis à faire des déclarations à la télévision, lesquelles déclarations ont été teintées de rumeurs et manipulations. Ces comportements a même indigné les autorités au niveau très élevé du pays. Dans les soucis de privilégier la solidarité tant recherchée au sein de la ANATC, le président national a fait savoir que sans rancune ni colère, que les chefs traditionnels égarés sont les bienvenus. Il faut réconcilier tout le monde pour aller de l'avant, a-t-il conclu. Pour sa part, le secrétaire général de l'ANATC, Sa Majesté Mfumu Difima Bols, a salué la prise en considération du pouvoir coutumier par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, en instituant les ministères qui traitent des affaires coutumières. À cet effet, une mise en garde a été faite à l'endroit de ceux-là, chefs traditionnels bien entendu, qui marcheront contre les statuts qui régissent l'ANATC. Il a cependant annoncé la suspension. C'était dans une ambiance bon enfant, une ambiance de réconciliation et de pardon sincère que la cérémonie s'est déroulée en compagnie du groupe folklorique Baumbu. Les rapports de l'art de l'exploitation industrielle au Congo a fait l'objet d'un point de presse tenu par Global Witness. Il en ressort que l'exploitation artisanale du bois constitue un véritable danger pour les forêts de la République démocratique du Congo. Nene Manzana et Tony Djuma. Les nouveaux rapports de Global Witness sur l'art de l'exploitation industrielle au Congo révèlent que les compagnies industrielles et les agents de l'État utilisent systématiquement les permis de coupe communautaires de manière abusive pour détourner les gels imposés par la République démocratique du Congo sur l'attribution de nouvelles concessions forestières. C'est une enquête réalisée dans la province du Bandundu et l'Équateur par les réseaux ressources naturelles et Global Witness, a réaffirmé Colin Robertson, chargé campagne forêt. Le point de vue de la Fédération des industriels du bois est qu'on doit mettre fin à ces désordres-là. Nous allons continuer à nous battre pour que la légalité soit rétablie et respectée en matière d'exploitation artisanale. D'arrêter immédiatement d'octroyer des permis de l'exploitation artisanale ou des permis de coupe artisanale, développer une réglementation pour une exploitation de manière artisanale qui est au bénéfice de la population. Aujourd'hui, cette disposition de la loi est violée par l'octroi des permis de coupe artisanale à des sujets chinois, libanais et des compagnies industrielles déchues. La République démocratique du Congo, comme pays engagé dans les négociations internationales avec l'Union européenne sur la traçabilité du bois exporté, APV FLET, la RED et la réforme forestière, a l'intérêt de crédibiliser son image en mettant en application sa réglementation en vigueur.
Remise et reprise à la Commission nationale des préventions routières. C'était en présence du secrétaire général du ministère des Transports et Voies des Communications, nous dit Marie-Louise Kivulambela. La Commission nationale de la prévention routière a un nouveau comité de gestion. Valemanga Wilma est désormais président de la CNPR. Il sera secondé d'un vice-président, M. Omari. C'est donc une nouvelle heure qui commence pour cette commission appelée à sécuriser non seulement les usagers de la route, mais aussi à veiller à l'encadrement des automobilistes en RDC. Le comité sortant s'en va et a été relevé de ses fonctions pour mes gestions. Les représentants du ministre des Transports et Voies de Communication, le secrétaire général Jean-Pierre Lamba Swamounou a souhaité voir l'ensemble du personnel de la Commission nationale de prévention routière travailler en synergie avec le comité entrant en vue de réussir le pari de la modernisation. L'ingénieur Valemanga a saisi cette occasion pour dévoiler son programme d'action axé sur la redynamisation des activités de la CNPR en cette période de la réhabilitation et de la modernisation des infrastructures et des services. Parmi les nouveaux responsables de la Commission nationale de prévention routière, Madame Myriam Shakila, nommée directeur des études. Une façon d'honorer la femme par cette commission nationale et Monsieur Étienne Mawaya, directeur administrateur financier. Les nouveaux dirigeants de la CNPR, Valemanga, promet non seulement de mieux réguler la circulation routière dans un proche avenir, mais aussi d'initier la réforme du secteur routier en RDC. Il a émis le vœu de voir le public l'accompagner dans cette lourde tâche afin de réduire la fréquence des accidents sur nos routes. L'UNESCO a remis au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, le programme national de l'éducation à la vie familiale. D'autre part, l'UNESCO a organisé une formation de renforcement des capacités des radios communautaires en technologie moderne. Christine Lenzo et Simon Kankolongo. L'un des défis auxquels l'humanité a toujours été confrontée, c'est de préparer les enfants et les jeunes à entrer dans la vie active. Au cœur de ces défis, la sexualité humaine et les relations interpersonnelles occupent une place centrale. Cette déclaration est de la représentante de l'UNESCO RDC à la cérémonie de remise officielle du programme national d'éducation à la vie familiale au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'est là un appui que l'UNESCO apporte à ces ministères en vue de l'éducation sexuelle complète à tous les niveaux scolaires. Selon Madame Laure Folly, une éducation sexuelle complète devra être intégrée dans les programmes scolaires officiels et dispensés par des enseignants bien formés et encadrés, ce qui va également épargner nos jeunes de certains problèmes comme les grossesses précoces et contre le VIH et le sida, ce qui a été appuyé aussi par le ministre Maker Mwangou. D'un atelier à un autre, le mercredi 23 octobre, les responsables de l'UNESCO ont organisé une formation de renforcement des capacités des radios locales par les technologies de l'information et de la communication. Ce projet de l'UNESCO qui s'étend sur 3 ans, a mentionné Madame Laure Folly, représentante de l'UNESCO, est financé par l'Agence suédoise pour le financement international et va permettre à chaque radio locale de s'approprier les opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication. Y participent dans cet atelier, dans un premier temps, les délégués des radios Bangou, ceux des radios communautaires de Mwanda, la radio Deo Gracias et la radio Kimvuka Lutondo. La Serbie est prête à mettre en place un caucus des entreprises serbes en République démocratique du Congo et vice-versa. L'ambassadeur serbe en RDC l'a fait savoir au directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, le professeur Mathias Boboakayembe. Guy Bleskitiki pour les reportages. La République de Serbie est disposée à coopérer sur le plan économique avec la République démocratique du Congo. Son ambassadeur et le président de la Chambre de commerce sont allés auprès du DG de l'ANAPI, Mathias Boboakayembe, en vue de voir les possibilités de coopération entre deux pays, principalement les entreprises serbes et les entreprises congolaises. On a discuté de possibilité de former une caucus d'entreprises ici à Kinshasa, qui peuvent coopérer à l'avenir dans une manière très efficace. Donc pour cette raison, avec les DG de l'ANAPI, on s'est mis d'accord d'organiser
organiser un séminaire bientôt de possibilité de l'économie cirque ici à Kinshasa. On a servi dans la Chambre de commerce un caucus qui a été créé pour constituer de 15 entreprises et qui cherche à établir des partenariats avec les entreprises congolaises. Il a demandé que nous puissions faciliter ce contact entre investisseurs serbes et congolais et d'envisager notamment des rencontres à travers des séminaires qui peuvent être organisés soit ici, soit en Serbie. Terminons par ces contrefacteurs des nationalités rwandaises qui a été pris la main dans les sacs avec plus de 3 millions de francs congolais, faux billets de francs congolais. Tito Muria Mangabo, c'est son nom, il vient d'être transféré à Kinshasa sur ordre du gouverneur du Nord Kivu. Regardez. Il s'appelle Muremangabo Tito, un sujet rwandais arrêté à Goma ce samedi dernier par le service spécialisé de sécurité avec 3 millions de faux billets en francs congolais. Ce présumé contrefacteur dénonce son collaborateur qui s'appelle Akizimana Bosco, aussi de nationalité rwandaise, qui, à partir de la ville de Gisenyi, l'avait intéressé pour cette opération. Bosco Akizimana, lui, a pris la poudre d'escampette vers la ville voisine de Gisenyi. Muremangabo Tito confirme qu'il est de nationalité rwandaise. En dehors de ses identités, passeport et chèque bancaire, il précise qu'il est quincailleur à Kigali au Rwanda. Les faux billets à sa possession étaient de 10 000 francs congolais pour un montant de 2 millions de francs congolais et le reste de faux billets de 5 000 francs. Sur décision du Conseil provincial de sécurité, présidé par le gouverneur des provinces, Tito Muremangabo vient d'être transféré à Kinshasa pour que la rigueur de la loi congolaise pèse sur lui. Le maire de la ville de Goma revient sur les mobiles de son arrestation. J'étais déjà alerté depuis hier par la 8e région militaire ainsi que les services de renseignement, la DG Moussi, que les Rwandais venaient d'être surpris détenant entre leurs mains des faux billets de la monnaie congolaise. Il s'agit d'un montant de 3 millions de francs congolais, dont 2 millions de francs congolais en coupure de 10 000 francs congolais et 1 million de francs congolais en coupure de 5 000 francs congolais. Et donc, celui qui a été arrêté par rapport à l'événement, c'est M. Bosco Hakizimana, qui est un sujet rwandais. Ils étaient à deux, l'un a pris fuite et il se retrouverait à Gisenyi parce que, effectivement, selon les renseignements à notre possession, ces réseaux est établi à Gisenyi. Voilà, ainsi s'achève cette édition de David Moubenga, réalisée par Odepanda et Luson Moulongoy, sous la direction de Guillaume Koukoumamengi Pandi. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, Maurice Mbewa, Gabi Konga, André Godjo, Pascal Lelo, Léon Dibois, Papi Vouélé, Verka Douanani et Chico Kalongabi Pendou. Excellente suite de programme à tous sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.